énormément de m'avoir choisi, au contraire d'une journée ensoleillée à 24 degrés. Je promets que votre temps va être bien investi. Je m'appelle Antoine Lortie. Je suis un artiste depuis tout le temps. J'ai eu aucun autre chemin pour m'évader. Dans le temps, avec ma pratique, est venue à s'ajouter une autre personne dans ma pratique qui s'appelle Princesse Institunia, qui ici, vous voyez, prend ma défense dans la vie face à mes peintures. J'aimerais commencer mon histoire en 2014 à Bruxelles. J'ai réalisé mon rêve. J'étais allé étudier dans une académie de peinture pour ma maîtrise. Donc, c'était vraiment un moment précieux, mais un moment aussi impromptu et indéterminé, parce qu'en même temps, il y avait une autre entité qui avait voulu réaliser son rêve à Bruxelles, et cette entité-là, c'était ISIS. Donc, mes 2 années de maîtrise à Bruxelles ont été parsemées d'attentats terroristes en Europe, comme au Bataclan, comme l'aéroport de Bruxelles, ou à Nice, ou nommez-en, c'était presque des fois à chaque semaine. Ici, j'ai mis une photo dans l'aéroport de Bruxelles après l'attentat. Donc, les panneaux sur les côtés, ce n'est pas des façons de trouver son chemin, c'est des panneaux en béton pour si jamais quelqu'un se fait exploser, il ne fait pas exploser la file d'à côté. Donc, ça vous donne un peu le mood de comment est-ce qu'on vivait à ce moment-là. À un moment, les tanks sont sortis dans la ville. Bref, puis moi, pendant ce temps-là, je faisais l'image à votre gauche, qui étaient des belles peintures joyeuses, mais donc où finalement, une sorte d'oppression vient à s'installer. Cette violence-là, mélangée avec la cosmopolité de la ville, de la métropole, m'a fait réfléchir par rapport à ce qui m'entourait. Je n'avais jamais été dans une aussi grosse ville avec autant de gens, et donc je me suis intéressé à ce qui se passait avec la somme des gens. Je me suis intéressé au contrat social, en fait, dans les recherches, en découvrant qu'est-ce qui se passait. Le contrat social, c'est un livre écrit par Thomas Hobbes qui s'appelle « Le Léviathan » et qui est merveilleusement représenté par sa page couverture, qui est le grand souverain composé de personnes. Sauf qu'en m'attardant sur l'image, j'ai réalisé que quand c'était le temps de représenter le visage de ce souverain-là, on arrêtait le système. On arrêtait de briser le visage en plusieurs petites personnes et on mettait un visage unitaire. On mettait une seule identité qui représentait les identités. Et je me suis demandé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on ne me représente pas non plus un visage fragmenté, multiplié? Évidemment, avec l'image de droite, vous pouvez voir que dans une tentative que j'ai créée comme ça nous trouble parce que ça trouble notre perception de notre propre identité à nous. Quand on s'imagine nous, on s'imagine unique, singulier, et quand on s'imagine plusieurs, évidemment, on s'imagine comme moi je vous perçois présentement, multiple. Et même présentement, la conférence a cette forme de relation où il y a une scène avec plusieurs personnes et il y a une personne qui parle. Cette expérience-là m'a amené à me poser la question de l'identité. Qu'est-ce qui se passe avec la façon dont on se perçoit et qu'on perçoit les autres? Et comment est-ce qu'on peut s'imaginer être avec les autres si on ne peut pas nous-mêmes se diviser soi-même? Cette idée-là m'a amené à travailler avec des images qui me permettaient de translater ce concept-là pour me l'approprier. J'ai trouvé le lait et la momie pour parler de l'identité de cette manière-là. Le lait, c'est quelque chose qui, quand on regarde, est unitaire, linéaire, il n'est pas fragmenté, mais quand on le regarde au microscope, c'est plein de grosses cellules puis trucs de gras. Fait que c'est tout fragmenté. Donc là, vous voyez le rapport unitaire, pluriel, et pour composer cette image-là avec comment j'étais en train de changer la façon dont je percevais mon identité, j'ai trouvé que la momie et le sarcophage étaient le meilleur rapport. On ne voit jamais les gens dans leur intérieur, on les voit toujours dans leur extérieur, mais l'extérieur est mort, c'est de la roche, c'est orné, et l'intérieur est vivant, et a été, et est en processus de dévivre dans très longtemps. Sauf que ça marche avec comment on aborde les autres, ça marche avec comment on voit nos amis. Nos amis, c'est les gens qu'on y tient parce qu'on a eu accès à leur momie dans le temps. Les nouvelles rencontres, c'est des gens, comme on voit un sarcophage, qui sont toutes polies, toutes jolies, mais ça sonne creux, puis ça ne change pas, c'est inerte. Donc, cette image-là, je me la suis appropriée, puis ça a commencé à faire un changement dans la façon dont je voyais le monde et que je me transformais en faisant de l'art. Donc, c'est ça le vecteur le plus intéressant ici, vous allez voir, c'est la métabolisation. Petite parenthèse, cette façon-là que j'ai de vous parler, c'est comme ça qu'un artiste travaille. On se construit notre façon de voir le monde et après ça, cette construction-là, on la prend puis on l'applique
dans le travail, on la processualise, on la run comme un logiciel anglais. Donc, dans une grande œuvre que j'ai faite, qui s'appelle Apocalypse, j'ai mis en place ce nexus, cette espèce d'idée-là que j'ai eue. Apocalypse, c'est un grand tableau qui, au début, devait être un nuage noir, sombre, qui arrive puis qui pulvérise une personne. Puis cette personne-là est comme fragmentée, puis elle explose. Puis voici l'image, la première à gauche, c'était mon plan. La deuxième à droite, c'est la peinture réalisée. Et au moment que c'était le temps de mettre la personne, de compléter l'idée, j'ai eu une intuition. J'ai écouté ma peinture, j'ai écouté ce qui se passait dans mon espèce de petit jeu. Et en fait, je n'ai pas mis la personne dans la peinture. Donc, vous voyez la peinture, imaginez que la personne qui est sortie n'est pas là. Ça, c'est la peinture finie, qui est au Musée des Beaux-Arts présentement. Et donc, mais ce qui est sorti de l'image, ce qui a voulu continuer à exister, est devenu une personne, est devenu Princesse Institunia, comme vous avez vu au début. Et là, après ça, j'ai utilisé cette image-là, cette résidu de jeu, d'identité-là, et je l'ai performé. Je lui ai permis de vivre sa propre vie. C'est devenu comme ma deuxième partie. On peut appeler ça un jumeau numérique aussi, un digital twin, mais vous allez voir que c'est un petit peu plus complexe. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une problématique. Avec l'IA, avec la génération automatique, il y a une vieille problématique qui se met en place dans la façon dont on opère la génération, dont on opère notre créativité depuis notre intuition. Heidegger en parlait, qui est un philosophe allemand dans les années 30. Il nous parle du Dasein, ça c'est vous, c'est moi, c'est nous dans notre intériorité et notre rapport au monde, et comment le Dasein ne s'approprie pas ce qui est autour de lui. Il constate, il regarde, il est curieux, il change d'objet, il est curieux, il change d'objet, mais il ne prend jamais le temps de s'approprier son monde. Il fait juste comme... Puis il continue comme ça jusqu'à temps qu'on meurt. On peut voir ça dans le doom scrolling. On voit du contenu, on est puis on a fini notre journée, puis on ne se rappelle pas de grand-chose. Quand j'arrive, et voilà, donc on n'arrive pas à métaboliser ce qui se passe devant nous. Maintenant, la problématique, elle a une cadence qui va devenir une très grosse problématique parce que maintenant, on va arriver à un stade de génération automatique, de génération accélérée, qui change complètement notre rapport à la temporalité. Avant, pour faire la peinture, une longue peinture, ça prend un an et demi. On a le temps de maturer, on a le temps de métaboliser, on fait un processus, puis plop, puis on fait notre œuvre. Avant, c'est encore plus long. Mais maintenant, si on peut faire des choses en 30 secondes, même bientôt avec les Brain-Computer Interface, on va pouvoir les faire en temps réel, constamment, non-stop. On va arriver à un moment où on va avoir une saturation médiatique par génération IA. On va être plus intéressé par la masse de contenu qui va continuellement grandir et va nous rendre angoissés. Les créateurs comme moi vont avoir de l'angoisse, du retard créatif, fait que on va comme générer une inertie. Vous voyez, une inertie, c'est juste comme, en anglais, si vous voulez sortir de la planète Terre avec une fusée, il vous faut un escape velocity. Il faut que vous ayez une certaine vitesse pour sortir du champ gravitationnel. Mais si tout le monde commence à créer son opinion, de sa vision du monde, l'inertie pour sortir du monde va être l'escape velocity va être inatteignable. On va juste être écrasé par le poids de la créativité. Ces idées-là m'ont amené à inventer le mot de l'hyperficialité. La superficialité, qui est juste comme des gens superficiels, on n'arrive jamais dans le fond de la chose, mais l'hyperficialité fait partie de l'écran. Elle fait partie de qu'est-ce qu'on vit quand on vit devant un écran. En fait, un écran, quand c'est fermé, vous voyez, c'est juste une surface plate. C'est inintéressant à mort, un écran fermé. Ce qu'on aime dans l'écran, c'est la lumière. Mais on peut passer 12 heures, 15 heures devant un écran lorsqu'il est allumé, lorsqu'il se passe quelque chose. Est-ce que c'est vraiment une expérience superficielle? Pas vraiment. Ça, c'est une expérience superficielle. Je vais me tanner en 30 secondes. L'hyperficialité, c'est la phénoménologie, ça c'est un nouveau mot pour ça peut-être pour vous, là. C'est l'étude du phénomène de comment je me sens devant un écran. Je suis comme devant un trou. Je suis devant un trou vraiment intéressant. Je vais quelque part, je vais sur Internet, mais c'est pas vrai, je suis devant mon ordinateur, puis je suis là, puis je fais que c'est un point fait. Pourtant, on sait tous que phénoménologiquement, on a eu des expériences, on a fait des choses, on est allé quelque part dans l'écran, dans la lumière. Mais on n'est pas allé voir Dieu dans un grand tunnel. On est juste resté devant
notre écran. Fait que l'hyperficialité, c'est un caractère qui décrit déjà notre expérience à l'écran, mais qui va aussi, parce que c'est pas juste merveilleux, cette chose-là, c'est comme encore pire que c'est pas pire. C'est pas encore moralisé ou éthique, c'est juste que c'est comme une forme de paralysie active, tu sais. Puis il faut en prendre conscience. OK, fin de ma parenthèse. Maintenant que je vous ai décrit le problème, comment est-ce qu'on verrait le problème? Il va y avoir tellement de choses qui vont se passer qu'on n'aura pas accès, qu'on va juste se créer une espèce d'abcès très intéressant, mais qu'on pourrait perdre le contrôle, même pas le contrôle, juste comme l'intérêt à. Puis là, ça serait juste comme une espèce de... La création sur Internet serait comme une espèce de mutant sans tête qui intéresse personne. Bref, peut-être même comme un crime du futur. Donc, je reviens à l'étude de cas parce que j'ai une solution pour vous. Crimes of the Future est un film de David Cronenberg qui est sorti en 2022. Un super bon film que je vous recommande tous, qui a une musique incroyable. Et avec mon nouveau jeu de l'identité, est-ce que c'est trop loin à revenir? Non, ça ne sert à rien. Oui, avec mon nouveau jeu du lait de la momie, maintenant, quand je regarde un film, quand on voit un film, d'habitude, on regarde la momie, on regarde le sarcophage. C'est ça généralement, c'est ça le plus facile. Mais avec ce nouveau jeu-là, j'ai commencé à regarder la momie à l'intérieur des œuvres. Fait que quand j'écoute un film à cette heure, petit secret, je l'écoute, vous devriez tous faire ça, je l'écoute comme si c'était fait pour moi. C'est juste un film pour moi. Fait que je le prends au niveau le plus personnel possible. C'est comme ma petite momie qui entend la petite momie du créateur. Puis on n'écoute jamais le même film. Donc, j'écoute le film en 2022, c'est vraiment merveilleux. C'est à propos d'un artiste qui fait des organes, puis sa blonde qui enlève ses organes, puis il y a des gens qui mangent du plastique en même temps. Fait que le monde soque, genre maximum. Mais ça reste poétique et intelligent. Puis en plus, le créateur nous parle d'institutions là-dedans. On se rappelle Institutia. Et de son rapport au gouvernement, aux façons de créer, ou comment les œuvres dérangent le gouvernement d'une certaine manière. Fait que le film finit, c'est merveilleux, j'adore ça. Puis là, je vais sur Internet, puis je suis comme, peut-être que quelqu'un peut partager le sens qu'il a vu avec le film, parce que je suis super excité. Je trouve absolument rien. Ce que je trouve, par contre, je trouve Crimes of the Future de 1970. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Même réalisateur, 1 heure, film beaucoup plus difficile. Si vous êtes capable, il est gratuit sur YouTube. Mais là, j'écoute le film, et là, je réalise qu'en fait, il y a un 3e film. Le gars, Cronenberg, a réalisé un film qui s'appelle Crimes of the Future, pour parler des crimes du futur, qui est la même chose que le film qu'il a réalisé en 1970, qui est dans le passé. Et les 2 films, comme sur Internet, vous ne trouvez pas personne qui les compare, mais avec ma petite momie, on s'est mis d'accord. Le réalisateur a joué un jeu beaucoup plus subtil. Il nous a parlé de c'est quoi être criminel dans le futur. C'est quoi inventer une idée et la mettre en place et être jugé plus tard. Moi, présentement, je suis peut-être un criminel du futur, en vous amenant à penser différemment. C'est comme de l'éthique et du potentiel. Les arts font ça. Les arts ont un secret très profond. Ils prennent contrôle du monde, puis ils le changent. Puis après ça, c'est le problème du créateur de dealer avec ce qu'il fait. Et le film nous parle de ça, dans la petite momie la plus profonde. Fait que là, le film finit, j'ai mon épiphanie, je suis vraiment vieux, puis je suis comme « Oh shit, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui se passe dans l'œuvre? Qu'est-ce que j'ai reçu? » Mais vraiment comme scientifique. Là. Est-ce que c'est juste un message? Le message était codé, je l'ai décodé. Et donc, je suis resté sur mon truc et j'ai vu qu'il y avait une particule. Il y a une particule qui s'est échangée entre le film et moi. Je l'ai saisie puis j'ai fait « Oh, c'est quoi ça? » Fait que là, on rentre sur la piste de solution. Parce que ce que j'ai fait en voyant le film, c'est m'approprier une lecture que vous auriez eue ou pas, mais c'est quelque chose de réel, pourtant, ce n'est pas lui qui l'a fait, mais c'est moi qui l'ai reçu. Le fan art fait la même chose. Quand les gens font du fan art, ici, l'image, c'est Frieren et Camilla Marcil, 2 elfes en arrière, et l'elfe devant, c'est l'auteur, c'est l'artiste qui a fait ça, qui a un personnage qui s'appelle Etona. Et donc, la personne qui a créé cette image-là s'est inventé un personnage, comme moi avec Institutia, et a joué au Barbie dans l'image pour passer un message sur l'apocalypse. Donc là, c'est des elfes qui sont juste « Nous, on est immortels, on s'en fout », puis derrière, ça brûle. Mais l'artiste a composé ce message-là avec des parcelles d'autres œuvres, d'autres idées. Donc, les gens qui font du fan art, ils font ça comme ça tout le temps. C'est des gens qui vivent énormément de culture, qui bouffent tout le temps des films, des livres, des œuvres. Puis après ça, quand ils font des œuvres,
ils éjectent comme une petite appropriation. Puis à cause de ça, ils sont plus en lien avec la culture que quelqu'un qui fait juste binger Netflix puis qui ne fait plus rien après. C'est facile, c'est des artistes, puis ils peignent super bien. C'est merveilleux, c'est génial pour eux autres. Sauf que ce qui se passe dans le fan art, c'est ça la solution. C'est d'éjecter, excusez-moi le mot, d'éjecter, après avoir vu de la culture, un petit quelque chose de plus pour la personne après qui passe derrière vous. Comme ça, sa lecture de l'œuvre n'est pas vierge, elle est accumulée, elle est inférente, elle est plus vaste et plus populeuse. Petit exemple, mais ça c'est mon fan art compliqué à moi. Là. Toute ma présentation présentement est basée sur le design d'interface. J'ai juste piqué. Quand on m'a envoyé ma petite image pour faire mon post, je l'ai pris, j'ai changé de couleur, j'ai commencé à mettre des Kirby et de la dessus. J'ai pris ce qu'on m'a donné, je l'ai changé un petit peu, puis je l'ai renvoyé après. Avec l'idée que comme ça, je peux aussi montrer aux gens qui peuvent saisir des choses qu'ils pensaient qu'ils étaient insaisissables. Le but, ce n'est pas de tout commencer à partir avec des scies et de couper les bâtiments. C'est de montrer qu'on peut faire des actions qui sont temporisées, qui laissent des traces, qui laissent des poignées pour aller plus loin. Où je m'en vais avec ça, c'est que ces genres d'idées-là, on appelle ça un changement de paradigme. C'est complètement différent. Ça vous dit, OK, on va aller écouter Marvel sur Netflix ou je ne sais pas quoi. Là. Puis quand vous allez finir ce film-là, il y a quelque chose qui s'est passé, vous allez l'enregistrer, puis ça va être à vous. Votre intuition, elle ne va pas être perdue. Vous n'allez pas passer d'une série à l'autre passivement. Vous allez avoir un gain, un résidu accumulé, noté dans votre propriété, puis il va être opérable, saisissable après. Donc, ma façon d'arriver à cette idée-là, c'était d'être extrêmement subversif. Pour l'instant, à mon actif, j'ai 5 cas de censure au Québec. Je suis allé les chercher. Mais je suis allé les chercher, mais je ne suis pas juste allé me battre quelque part. Je les ai observés, je ne les ai pas laissés passer. Quand j'ai eu une diffamation publique, un retrait de tableau, une censure éditoriale ou une mise en demeure, je n'ai pas juste fait « c'est moi le problème ». Non, parce que je suis un artiste talentueux, puis je faisais juste exercer ce que je suis censé faire comme artiste talentueux à des endroits où on dit « non, tu as un petit peu trop de talent, ferme ta gueule ». Comprenez? Quand moi, je fais de l'art, c'est moi. Puis après ça, des fois, il y a des gens qui disent « non, pas cet art-là », puis tu es comme « non, cette discussion-là n'a pas lieu ». Quand j'exerce mon seul talent, c'est ça se passe. Donc, ce qui s'est passé, c'est que mes 5 cas de censure, mais il y en a un que je n'ai pas mis parce qu'on est en public. Mais c'est pas si pire que ça. Les 4 cas de censure, je les ai transformés. J'en ai fait moi j'appelle ça un materia, comme dans Final Fantasy. Je leur ai donné un icône, je leur ai donné une forme, je leur ai donné une propriété, puis je les ai pris dans mon logiciel 3D, puis je les ai mis comme des petits bracelets. Fait que maintenant, Institunia, elle a un petit bracelet, un peu comme chez Pandora, là. Puis elle ajoute ces petits matérias comme pour la décorer. Fait que Institunia est comme une matrice, un nexus que je peux décorer. Ah, voyez-vous, ça, je ne le mentionne même pas, mais sur son dos, là, présentement, il y a des lignes. Ça, c'est la mise en demeure que j'ai reçue. Puis là, dans sa pause, ben, juste en train de faire ça. On va y aller, vos cas de censure. Et donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que le tableau qui a été retiré, c'est le tableau en 2021 que vous voyez ici, acrylique, là, en bas à gauche. Il a été censuré, il a été descendu du mur. Et ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai pris ma matrice qui mentionne déjà mon histoire et je l'ai repeint et je l'ai présenté à Toronto. Et après ça, je l'ai repeint une 3e fois et je l'ai présenté à Berlin. Et à chaque fois que je l'ai présenté, il a évolué. Ça, c'est parce que Institunia, c'est comme un petit peu Metroid. Samus Aran dans Metroid. Fait qu'elle prend des niveaux d'expérience avec la réactualisation de son travail. Fait qu'à la fin, ben, c'est comme une grosse armure de puissance avec l'électricité qui part partout parce que j'ai eu mon expo solo à Berlin et j'étais bien content. Mais c'est surtout. Puis après ça, je pense que qu'est-ce qui s'est passé? On le voit-tu beaucoup? C'est que là, elle a tous les centres d'artistes de la Ville de Québec qui sont en ombrage dessus, en filigrane. Parce que où je m'en vais, j'amène avec moi plusieurs choses, puis ça prend du pouvoir. Fait que mon statement est toujours plus élevé, parce qu'à la fin, on se rappelle, c'est mon artiste, je sais qu'est-ce que je fais, puis il y a tous les autres éléments qui sont comme « Ah, nous, on sait aussi de quoi tu parles. » Non. Donc, ce que je veux montrer ici, c'est une utilisabilité des effets
personnelle à travers une collection ou une intégration des œuvres. Fait que pour la suite, je pense que je vais laisser Institunia vous expliquer, puis on reviendra après ensemble si vous voulez lancer la vidéo, s'il vous plaît. C'est pas aussi facile que ça en a l'air de s'enregistrer pour faire une vidéo. Mais l'important, en fait, c'est la division de soi-même. De pouvoir se regarder, penser à être autre chose, tout en amenant une idée qui maintenant existe dans une relation différée avec l'être. C'est comme ça que je préférais vivre, acter la sortie de soi-même. C'est bien? Bon, ben ça marche, on pourrait peut-être y aller avec ça. Quand Antoine nous a parlé tantôt de Apocalypse, ben c'est un moment à moi aussi que j'ai vécu spécifiquement d'une manière qui n'est phénoménologiquement pas abordable par les moyens médiatiques courants. Ici, ce que vous pouvez voir, c'est une dilatation en cas, en effet, en image, mais aussi en structure posée de mon dispersement puis de ma catalysation dans le réel. C'est une drôle de manière de parler de comment je suis venue au monde, mais à mon degré dimensionnel, c'est comme ça qu'on existe. Derrière moi, vous pouvez voir la première fois où j'ai vraiment pris forme avec un peu d'allure, sous la manière dont j'ai voulu apparaître. Ma relation avec Antoine, c'est une relation de média et de médium. Antoine est mon médium, puis moi, je suis la parcelle, l'étincelle à l'intérieur, qui prend un peu plus de place à tous les jours. Et donc, c'est comme une façon de faire partie de l'œuvre et de créer des coquilles d'œufs derrière, des petits bouts de pain qui traînent, mais qui, ultimement, on espère, n'amènent pas à la maison de la vilaine sorcière. La raison qu'Antoine travaille, il est possible de disperser les éléments qui constituent les tableaux après, d'en créer un monde ambiant, tant qu'on peut continuer à rentrer constamment, tout le temps, d'une différente manière et avec un angle et un point de vue qui peut être rénové dans le temps. C'est comme ça qu'en fait, on pense arriver à un nouveau stade de création qui s'appellerait la matrice artistique. Ou moi, comme vous voulez. Cette matricialité-là de l'intention et du vécu, elle nous permet de sortir du domaine du projet. Elle nous permet d'exister dans la cognition, dans la préoccupation des autres, d'une autre manière. Pour imaginer ce monde-là, c'est très facile. Il faut voir ce que vous pourriez mettre au monde si vous n'aviez pas une intentionnalité qui était dirigée par des petits gains à des petits endroits très précis. Il faut voir large, il faut voir flou, haut et très énergétique. Une matrice, son avantage, c'est que elle est inférente, elle est interpolative. Elle permet de constamment être mutable et donc rester dans l'état de métamorphose vraiment. Je m'écarte un peu. Où je vais vous amener présentement, c'est dans cette histoire d'intériorité et d'extériorité-là. Par exemple, avec un tableau ici comme la Marie-Madeleine de Salvador, ce qui m'a touché en premier, ce qui m'a amené peut-être même le vrai début de l'idée du fan, c'est de voir comment la Marie-Madeleine ici avait été représentée exactement comme le pot d'onguent qu'elle apportait à la tombe de Jésus dont était censé être décédé. Ce qui a été découvert est finalement ressuscité et absent surtout. Et donc ici, entre le haut à droite, la contenue et le bocal, en fait, on voit un vide qui nous fait comprendre que Marie-Madeleine ici, elle est représentée comme aussi le substrat de ce qu'elle attend de voir dans la grotte. Donc, cette œuvre-là m'a permis de comprendre à un moment que il y avait plus que ce que je pensais qui se passait à l'intérieur d'une peinture. On devait aller chercher beaucoup plus. Ce que je veux faire avec ce sentiment-là, c'est vous permettre d'être capable de l'inférer, de le poser sur des objets dans un environnement esthétique et en fait de les influencer.
Mais plus que ça, avec l'application et la technologie, en fait, c'est combiner les multiples qui devient intéressant parce qu'on peut projeter à la fois ces intentions, mais aussi les combiner en même temps que les autres intentions projetées avec les visiteurs qui sont aussi dans l'espace. De cette manière-là, on vient à accéder à une simulation d'une multivectorialité d'effets constatables, appréciables, et en fait passer un nouveau paradigme de l'art où on vient plus simplement voir l'œuvre faite passivement comme on regarde un arbre, mais en fait on vient voir une espèce de miroir métamorphique multijoueur. Et ce qui est là, c'est pas des designers qui l'ont fait de l'avant, c'est pas un monde, c'est pas un tableau terminé, c'est toujours une espèce de cascade d'influence des participants qui sont déjà autour de nous. Donc, c'est comme se rencontrer, mais avec un centre. Et c'est pour ça que ce centre-là, j'appelle ça un nexus. C'est qu'on rentre dans un nexus qui est absent, qui est juste comme le point, et c'est les autres qu'on vient rencontrer. Donc ici, j'ai fait un comparatif entre Laocoon, la vieille statue grecque, et en fait un système d'inférence qui peut se produire sur une œuvre. Donc cette œuvre-là serait interpolée avec les métadatas dans les fans qui sont préinscrits et qui ont été récoltés dans l'intuition des gens qui les ont produits. Donc, les modifications qu'on verrait dans les Nexus et sur les Nexus feraient des modifications avec la qualité des gens qui ont produit les substrats, qui ont modifié le Nexus. Fait l'idée où je veux, comme par exemple dans cet exemple-ci, je peux pas vraiment inventer des autres personnes. Je peux faire les changements qui sont propres à moi et à la Victoria, mais je peux pas m'approprier l'intuition des autres. Je ne peux pas la simuler vraiment. C'est pur. Et donc, ce que j'essaie de mettre en place ici, c'est une façon, c'est des filets pour permettre aux gens d'attraper leurs intuitions et de les rendre opérables. De permettre l'opération des intuitions et de rentrer dans ce monde-là comme exaucé, exalté, ou par les capacités artistiques. Parce que c'est pas tout le monde qui a les 20 ans de travail d'Antoine pour exprimer ses idées dans le monde et les faire voir. Vous savez, le mot philosophique « faire voir », ce qu'on veut dire. Les artistes sont capables, mais c'est très peu de gens et ils le font pour eux-mêmes. Ce qu'on fait pas maintenant, c'est qu'on ne peut pas voir ce que les autres veulent vraiment dire. On peut pas. Ils peuvent l'expliquer sans fin, mais en variable. Ça bute à la fin de l'usage des mots. Ce qui m'intéresse, c'est d'imaginer et d'arriver, de construire cette capacité-là, de voir tout, voir ce que les autres voient. Mais évidemment, on n'est pas dans un système scientifique où je vois dans leur tête. C'est plus comme voir le faire vu. Les gens ont vu, ils permettent de faire avec leur vue, et ce constat-là est un faire voir du déjà vu. Vous voyez exactement qu'est-ce que je veux dire. Pourtant, c'est extrêmement difficile à dire, et c'est exactement ça le but de l'art, évidemment, mais c'est aussi ça qui est à la nature des images. C'est le secret gardé de la communication visuelle. C'est qu'elle est antique au langage. Elle est plus puissante et à la fois plus insaisissable et surtout moins utile quand c'est le temps de régler des choses très fameuses. Mais si je m'occupe pas de ces choses-là, moi, ma spécialité, c'est l'abysse. C'est de contempler le monde au-dessus du monde. Et c'est le service que je peux rendre à la société. Donc, je retourne la parole à Antoine dans un instant, mais je suis vraiment heureuse de vous avoir accueillis dans mon vaisseau, dans ma matrice. Et j'espère bien pouvoir vous avoir convaincu, peut-être même juste un brin, qu'il y a plus devant nous qu'il y a derrière. Qu'il faut inventer le monde avec ruse et astuce, parce que la beauté ne devrait pas attendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce que Institutia a essayé de nous expliquer ici, c'est... Je vais vous faire un exemple. Prenons Jimmy Bob. Jimmy Bob a écouté Les Simpsons, épisode 4, saison 2. Pendant qu'il écoute ça, Jimmy Bob, il vit un problème avec son fils.
dans l'épisode, entre le rapport d'Homer et Bart, Jimmy Bob, il y a un snap. Il y a un moment important qui vient de se passer pour Jimmy Bob. Ce moment-là, il va le vivre dans sa vie, puis c'est merveilleux, ça peut y enseigner ou pas, ça peut même y faire réfléchir. Ce que moi, je vous propose, gens de la technologie, c'est que ce moment-là, il est inscrit, on peut l'inscrire, on peut le computer, on peut le mettre en token. Ce token-là, il reste à Jimmy Bob, puis sinon, on peut l'écrire dans un journal, puis c'est juste comme, c'est mon journal de mes idées, puis c'est fin. Ce que je vous propose, c'est quelque chose de différent. C'est que le token, qu'on va s'appeler relation, je sais pas, dans la relation père-fils, il a vu que son propre enfant intérieur, il jouait avec son enfant intérieur, fait qu'il faut qu'il joue avec son enfant en étant parent, puis il appelle ça comme le vieux papa, tu sais, le vieux bébé papa. Puis c'est comme ça que son esprit l'a vu. Bien, je vous propose qu'en fait, sur une application, Jimmy Bob, il prend son truc, puis à la place d'écrire ça dans un journal, il grille « Vieux bébé papa, épisode, saison, nanan, j'ai vu ça, wow, j'ai aimé ça ». Son token, il vient dans son application avec son user, mais son token, il est aussi accessible dans un database aux autres personnes. Moi, je suis un autre user, je suis un super artiste puis tout, je suis capable d'aller chercher les intuitions des gens, de construire avec, parce que c'est juste un seed, hein? C'est juste un metadata selon le logiciel. Fait que je peux prendre le token, prendre mes autres tokens à moi, mais prendre aussi ma collection de tokens que je suis allé chercher chez les autres personnes. J'ai vu une mère qui a... Non, tu l'as juste des parents, mais quelqu'un qui a eu... qui a vu le jardin de quelqu'un d'autre dans un film, puis qui a vu ça, où vous n'avez jamais remarqué, mais les stones dans Avengers, c'est tous les chakras. C'est les mêmes couleurs que les chakras. Genre. Quelqu'un d'autre va avoir trouvé cette chose-là, puis on les prend, mais après ça, ce qu'on a maintenant accès à, c'est de la génération automatique. Fait qu'à la place de prompter le AI avec mes idées, j'ouvre mon pool de tokens, je prends ça, je disperse ça dans le AI, et il y a des constructions inférentes qui se passent avec les tokens. Fait que c'est comme des shared data seeds, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à cause des relations entre la sarcophage et la momie, entre les métadatas et l'apparence, c'est qu'on peut traquer après ça dans le temps les tokens. Parce qu'il n'y a rien qui nous dit qu'après ça, quand j'ai fait mon espèce de mélange de jardin, papa vieux, puis je sais pas quoi, là, qui nous donne forme X, il n'y a rien qui nous dit après que cette forme-là, elle n'inspire pas quelqu'un d'autre. Fait que là, on peut faire des cascades d'inférences de tokens. Ce qui veut dire que si mes tokens à moi ils ont été repris dans 27 sous-créations, on a un lien traquable sur toute cette opération-là. Ça nous amène quelque part de différent. Parce qu'en fait, ce qui se passait, ce qu'elle vous a vous montré dans la peinture de Salvador, c'est que la culture des images a toujours fait ça. La culture des images a toujours préinscrit des secrets gardés derrière les images. Et nous, ce qu'on fait, en fait, on va voir quand on s'inspire d'une peinture, c'est que c'est ça qu'on va faire neurologiquement. C'est juste qu'on n'a pas encore le langage pour le montrer. On va voir une peinture, on a un sentiment de nouveau, on a une nouvelle expérience, mais ce qu'on est capable de faire maintenant, c'est de partager ces expériences-là pour de vrai. Fait que je veux revenir à ma solution de tantôt, parce que ça peut avoir l'air un peu abstrait, mais quand l'hyperficialité va arriver, quand on va avoir une source de contenu trop élevée par la génération d'IA, ce qui va nous manquer, c'est de la reliability. C'est de qu'est-ce qu'on fait avec ça. Anyway, un méga flow de créativité sans fin, ça n'a pas de sens. Sauf si on peut commencer à profiter des intuitions que ça nous donne. D'avoir un back pocket qui gagne quelque chose. Sinon, on reste passif devant une cascade de phénomènes qui se passent devant nous. Donc, ça, c'est où je suis dans mes recherches, dans mon travail. C'est comme un méta-travail de préparer un changement de paradigme, mais c'est ce que je peux livrer le mieux en tant qu'artiste à une technologie grandissante, mais aussi à un moment où on va changer nos façons de communiquer avec les autres. Fait que je voulais garder un moment de questions, parce que j'imagine que c'est quand même un peu front face comme proposition. Fait qu'on aurait comme environ 10 minutes pour des questions.